Salut Antonia. Bonjour Thibaut. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Antonia Bova. Antonia, tu es ici pour une raison simple. Tu m'inspires et tu inspires beaucoup d'entrepreneurs. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vraiment t'accueillir ici dans toute transformation. En 2023, en janvier 2023, tu as fondé Nestor et en à peine 2 ans, tu as déjà conquis de nombreux clients à travers la France et constitué une équipe d'une dizaine de salariés ici à Lille. C'est cette capacité d'exécution rapide, cette aptitude à prendre les bonnes décisions au bon moment et à transformer les défis en opportunités qui distingue les entrepreneurs comme toi. Je suis admiratif de ton parcours. Diplômée en droit et en notariat, tu as exercé comme notaire collaboratrice avant de te lancer dans l'entrepreneuriat. C'était en 2012, tu as créé Paperwork, ta première startup, souvent décrite comme le Dropbox sécurisé français. Cette expérience t'a sans doute préparé justement à l'aventure Nestor. Ce qui m'inspire particulièrement chez toi, Antonia, c'est ta détermination et ta vision claire. Je me suis fait la remarque qu'à chaque fois qu'on se rencontre, tu me partages un petit peu ta vision, tes objectifs, et quelques mois plus tard, quand on se recroise, eh ben voilà, tu les as atteints. Euh, Tu es vraiment maîtresse de ton destin et je suis certain que c'est un des aspects on aura l'occasion de découvrir et que tu vas détailler aujourd'hui. En toute transformation, c'est l'émission qui donne la parole aux dirigeants inspirants et partagent leur parcours en toute transparence. Et aujourd'hui, nous allons plonger dans ta réussite avec Nestor, tout en tirant justement tes leçons et les leçons de ton expérience avec Paperwork. Antonia, j'ai une première question qui me brûle les lèvres. Comment fait-on pour réussir aussi vite et aussi bien? Mais avant d'y répondre, je vais te laisser te présenter en détail et ensuite nous reviendrons sur cette question. La parole est à toi, Antonia. Merci Thibaut de m'avoir invité et de me laisser la parole aujourd'hui. Je m'appelle Antonia Bova. Je suis CEO et cofondatrice de Nestor, effectivement, qui est le second outil qu'on a lancé, puisque je suis aussi CEO et cofondatrice de Paperwork. Je suis une entrepreneuse des Hauts-de-France qui fait partie d'un grand nombre de réseaux comme le réseau Sista. Oui, j'ai la chance également d'être lauréate Choiseul Hauts-de-France. Top. D'ailleurs, j'aurais quelques questions après justement sur le réseau Sista. Tu as fondé Paperwork et maintenant Nestor. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans l'entrepreneuriat et finalement pourquoi la tech? Alors, c'est toujours un ensemble d'opportunités. C'est un moment dans ta vie où les planètes sont alignées. Comme tu l'as dit, moi, j'ai eu un parcours assez classique. J'ai eu le syndrome de la bonne élève. Donc, j'ai fait des études de droit. Je suis rentrée ensuite au CFPN de Lille, centre de formation professionnelle notariale. Oui. Et voilà, et donc j'ai fait un parcours scolaire qui était celui qu'on attendait de moi, que mes parents attendaient très certainement de moi. Et puis je me suis rendu compte très vite, dès mes premières expériences, qu'il y avait un véritable décalage entre ce à quoi j'aspirais et la réalité. J'avais pas la fibre, j'étais pas faite pour ça, j'étais pas au bon endroit au bon moment. Et donc, effectivement, quand t'es pas au bon endroit, t'essayes d'aller au bon endroit. Et donc, par contre, il y avait des constats que je faisais sur mes premières expériences professionnelles. C'était déjà la quantité, t'imagines bien, de tout ce qui est formalité administrative, tout ce qui est paperasse que tu peux avoir justement dans ces métiers traditionnels du droit.
Et donc, j'ai eu très vite envie d'automatiser un certain nombre de choses parce que j'avais la chance d'avoir déjà dans mon réseau un certain nombre d'entrepreneurs Oui. voilà, basés ici à Lille qui eux, construisaient leur entreprise, modernisaient les choses, avançaient, transformaient la société dans laquelle on vit. Et donc, je me suis dit, waouh, il y a tellement de choses à faire dans ces anciennes professions juridiques, et ben, je vais le faire aussi. Et donc j'ai porté un projet à Euratechnologies, qui est notre grand incubateur ici dans les Hauts-de-France. D'ailleurs, j'ai hésité à y aller. Je me rappelle, le matin, j'avais un jury et j'ai failli ne pas y aller, parce que tout à fait. Et j'ai un ami entrepreneur qui m'a appelé ce jour-là pour me dire « Non, mais t'y vas, t'inquiète pas, personne t'enlèvera tes diplômes, fais-le ». Et finalement, je devais y rester 3 mois, tu vois, pour porter mon projet. Et puis, les choses se sont bien passées puisque j'ai rencontré mon associé. Puis, j'ai monté une première boîte. Ça s'est très, très bien passé pour Paperwork. Et puis, on a continué nos chemins. Merci pour ce partage, Antonia. J'ai une autre question pour toi. Comment, finalement, t'es venue l'idée de lancer Nestor ? Alors, l'idée de lancer Nestor, elle vient forcément du retour d'expérience qu'on avait sur Paperwork. Quand je lance Paperwork avec mon associé, Maxime, on part du constat que les professionnels du droit, tu prends un avocat, un notaire, un expert comptable, une banque, 2 entreprises, ils ont tous des outils métiers différents. Et quand ils doivent bosser ensemble, ils repartent tous sur des outils grand public. Donc, on s'était dit, ouais, ça va être trop bien, on va créer un outil complémentaire à leurs outils métiers qui va un petit peu faire le lien. Parce que finalement, si chez les professionnels qui sont les plus sensibles à ces sujets de confidentialité, de protection des données, finalement, on bascule très vite sur des outils grand public, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Et ça, c'est l'histoire, c'est le début de Paperwork, et ça s'est bien passé, effectivement, puisqu'on a équipé un peu plus de 200 entreprises. Paperwork, c'était mon premier outil, c'était mon premier produit, c'était ma première expérience aussi. Donc, il y avait plein de défauts. Et finalement, c'est de tous ces retours d'expérience client, de toutes ces frustrations non réglées par Paperwork qu'est né Nestor. Et Nestor, c'est vraiment une solution d'échange confidentiel et sécurisée qui, va permettre à mes clients de pouvoir répondre à leurs exigences de conformité très rapidement, notamment sur les sujets de durée de conservation légale des documents. Ça va leur permettre aussi de gérer hyper facilement des collectes, des échanges et de la conservation de données sensibles. Et puis, ça va leur permettre de créer des campagnes de conformité. Tu vois, je peux faire une campagne en marketing très facilement, mais qu'en est-il si je dois justement récupérer 500 ou 1000 données personnelles? Ça, c'est des choses que tu peux faire avec Nestor, avec une expérience utilisateur qui est totalement innovante. Et restons sur ce cas d'usage-là. Le client, c'est qui ? C'est quel type de client ? C'est un notaire, une banque, un avocat ? Justement, tu parlais sur l'expérience marketing, etc. Si tu peux en dire plus, ça m'intéresse. Alors justement, sur Paperwork, on était sur des cibles clients qui étaient effectivement des professionnels du droit. Sur Nestor, nos clients, ce sont tous ceux qui, dans leur process, ont besoin de collecter, d'échanger et de conserver de la donnée personnelle ou de la donnée sensible. Voilà qui sont mes clients. Donc, ça peut être... c'est beaucoup des sociétés B2C, alors ? Alors, c'est essentiellement des entreprises B2B. On travaille à 80% avec le secteur banque, assurance, société financière et professionnels de l'immobilier. Oui. C'est mes deux principaux
Ce sont mes principaux clients aujourd'hui, mais en réalité, on a aussi des ETI et des grands comptes, puisqu'on équipe essentiellement les ETI et les grands comptes qui, ben oui, effectivement, ont un besoin particulier de devoir, dans leur process, récupérer ces données sensibles, les rentrer dans leur système d'information, les conserver et surtout, à un moment donné, les sortir. Et c'est là où ils font appel à nous. J'ai l'impression que c'est un marché qui est vraiment en plein boom, avec un potentiel énorme. Bah oui, ça, je pense que ça a été, tu parlais tout à l'heure justement dans l'entrepreneuriat, notre marché, en tout cas, écouter notre Ouais. marché, ses besoins, comment il évolue, bah c'est très important, c'est même fondamental. Pour ma part, j'ai eu effectivement la chance qu'il aille dans le bon sens, Ouais. puisque les contraintes réglementaires sur les entreprises se sont multipliées, et on le voit encore avec DORA, NIS2, enfin toutes ces réglementations européennes qui viennent finalement faire peser sur les entreprises un certain nombre d'exigences qui sont justifiées, qui se justifient par un contexte où tu as de plus en plus de cybermenaces et où on demande aux entreprises de finalement se préparer à des situations inconfortables dans lesquelles elles pourraient devoir justifier de leur propre process. On leur demande d'être résilientes. Et donc oui, le contexte réglementaire et mon marché en ce moment fait que on accompagne énormément d'entreprises. Petite question, les sociétés, elles viennent te voir vraiment en anticipation, c'est-à-dire il y a une nouvelle norme réglementaire qui arrive dans 3 ans, ils veulent se mettre en conformité, les sociétés viennent te voir, on va dire, avec 24 mois d'avance, ou alors les sociétés viennent te voir parce que justement, on va dire, elles sont en retard, ou alors il y a une amende qui est tombée, ou des choses comme ça. Bah, tu imagines bien que, effectivement, on vient rarement voir, on dépense rarement de l'argent pour se mettre en conformité, surtout dans le contexte actuel, qui est particulièrement sensible pour les entreprises. Enfin, la priorité de toute entreprise, c'est d'abord de gagner de l'argent et de vendre son propre produit. Donc, effectivement, moi, mes clients, quand ils viennent nous voir, c'est que ils ont une petite alerte. Ils ont un problème, ils ont une faille de sécurité, ils ont un sujet de conformité ou ils ont eu un audit qui ne s'est pas bien passé. Et donc, c'est là, effectivement, où généralement, on intervient. C'est très rare. Ça peut se faire. Ça se fait de plus en plus. C'est-à-dire que de plus en plus, on a quand même des clients qui viennent nous voir en nous disant voilà, j'ai ce process-là, je vais devoir récupérer beaucoup de données sensibles auprès d'un grand nombre de clients. J'ai besoin d'automatiser ça. Je veux le faire dans les règles de l'art. Je ne veux pas avoir de problème. Est-ce que vous pouvez nous aider ? Mais c'est déjà des entreprises qui ont une certaine maturité et qui ont des équipes dédiées finalement à penser ce genre de process. Mais oui, dans la plupart des cas, c'est souvent après qu'on intervient. Avant de revenir sur ton parcours, j'ai une dernière question. Finalement, quel est le modèle économique de Nestor ? Tu vends donc un abonnement, un accompagnement, il y a du setup, il y a du run. Eh ben, on est une solution SaaS. On vend un abonnement annuel avec un accès à Nestor à partir de 2 400 € par an. À cela s'ajoutent des packs de conversation. Donc, tout dépend de tes besoins en interne. Est-ce qu'on vend de l'accompagnement ? Oui, on en vend. On a mis en place un certain nombre d'ateliers avec les équipes. On vend un atelier, par exemple, fresque de la donnée. On vend des workshops. Enfin, on vend tout ce qui permet aux équipes en interne de bien comprendre l'enjeu de la data, les points réglementaires pour les rendre le plus performants possible. Donc, on fixe avec eux des objectifs et on s'assure qu'ils les atteignent. Très clair, top. J'ai une petite question.
Quel a été ton plus grand défi en tant qu'entrepreneur, que ce soit lors du lancement de Paperwork ou justement du lancement de Nestor, et vraiment comment tu as surmonté ce défi? Il y a toujours des défis. À chaque étape d'une entreprise, il y a des défis différents. Il y en a un qui t'a marqué le plus? Ah oui, bien sûr. Je pense que le défi, enfin, forcément, la levée de fonds était quelque Mhm. chose que je connaissais pas, parce que j'en avais jamais. C'est ma première levée de fonds, et je pense que la première levée de fonds où finalement tu découvres tous les codes que tu ne maîtrises pas. Mhm. Ça, pour le coup, ça a été assez sport. Je pense que... Bravo pour euh, cette levée de fonds. merci. Je pense que tout ce qui est aussi... euh, tous les challenges liés à l'onboarding des équipes, mettre en place forcément, quand on commence, Mhm. qu'on est une start-up, ben, on est 2, puis 3, puis 4. Donc, tu fais, bah, tu sais, tu fais un peu tout dans ta boîte. Et puis, les équipes qui te rejoignent sont très polyvalentes. Et puis, quand tu grandis, quand tu grossis, ben, Structuré. ouais, Ouais. structurer et effectivement processiser un Mhm. certain nombre de choses. Et c'est dur Mhm. parce que t'as grandi comme tu pouvais, et à un moment donné, on te demande de faire différemment. Ça aussi, c'est un défi. Voilà, continuer à grandir en structurant mieux, en étant plus performant, et en n'oubliant pas ses objectifs de croissance. Puis voilà, puis il y en a tellement. Euh, Passer aussi d'un produit à l'autre, c'était pas facile. Tous les défis liés à l'adoption des usages. Quand tu rentres dans une entreprise, que tu signes un contrat et que finalement tu te retrouves avec les équipes en interne, métiers, qu'elles t'ont pas choisi, Ouais. qui comprennent pas pourquoi on vient leur mettre un énième outil dans les mains. Et toi, tu dois effectivement les accompagner, tu dois les accompagner au changement. Ça aussi, c'est des Mhm. défis quotidiens pour nous, pour les équipes. Donc, quelques-uns, ouais. Quand tu as commencé l'entrepreneuriat, tu imaginais que ça prendrait autant d'ampleur? On retourne par exemple à 2012, où tu te dis, bah tiens, je quitte finalement mon métier de notaire collaboratrice et je me lance dans l'entrepreneuriat. Tu t'es dit, voilà, tu t'es dit un jour je ferai une levée de fonds, j'aurai une dizaine de salariés avec mon associé, etc. Enfin, Alors, je sais plus ce que je me suis dit en 2012. Je pense pas que tu te poses autant de bah ouais. questions, mais en même temps, tu te projettes forcément dans la réussite. Tu vois, Mhm. forcément, je pense que avant de passer la ligne d'arrivée, tu la vois à un moment donné, sinon tu la franchis jamais. Mhm. Tu vois, si je m'étais pas dit je vais réussir, j'aurai mon équipe, voilà, je serai épanouie, j'aurai des clients du CAC 40, bah, je pense que ça se passe jamais comme ça. Enfin, il faut d'abord voir la réussite avant d'aller la chercher. Après, tu mets en place un plan d'action qui va te permettre d'aller Ouais. chercher les objectifs que tu te fixes. Mais c'est important, je crois, de se projeter dans la réussite et pas dans l'échec. Donc oui, je pense que j'ai eu envie. En tout cas, je croyais suffisamment en ce que je faisais pour avoir envie de réussir. Ouais, je te pose la question, même si je me doutais de la réponse, mais c'est important justement de partager justement à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent justement cette approche et cette vision. Hein. C'est un message super important, je trouve. Merci Antonia pour ce partage. Je t'en prie. Euh, Petite question, quelle a été la plus grande erreur dont tu as appris? Alors, la plus grande erreur. Alors, j'en ai fait beaucoup. Oui. J'en ai fait beaucoup, et je crois que c'est ça qui est l'échec. Enfin, en tout cas, Mhm. les erreurs font partie intégrante du chemin de l'entrepreneur. En tout cas, pour ma part, ça a Ouais. été le cas. On se le dit souvent tous les deux, mais c'est vrai qu'on est sur un ring de boxe, on prend des coups, on encaisse, on progresse. Voilà, on prend Ouais, des ouais. coups, on encaisse, on progresse. Et c'est Moi, comme j'aime, ça qu'on avance. moi, j'aime dire qu'il n'y a pas de raccourci. Effectivement, on pense qu'on va aller directement vers le succès, mais
on est obligé de passer par des difficultés, des leçons, voilà, des apprentissages. Et finalement, c'est une bonne recette parce que derrière, quand vraiment on n'a pas atteint l'objectif facilement et qu'on a dû mettre 2 fois plus d'énergie que ce qu'on avait identifié, après, en fait, l'objectif, il est sécurisé, quoi. Oui, et même si on te dit, enfin en tout cas, même si on te dit de pas faire comme ça ou qu'on a des gens autour de nous qui nous partagent leur expérience, Mhm. bah c'est notre chemin d'entrepreneur, donc on fait quand même la connerie, quoi. Donc j'en ai fait quelques-unes, mais après, je pense que j'ai progressé dans ma place voilà, dans ma place de CEO, dans mon projet, dans ma vision. Je progresse constamment, enfin Mhm. j'espère. Et oui, mais la plus grosse vraiment, là je me suis dit, ouais, t'aurais quand même dû réfléchir à 2 fois. Euh, Parfois, on a tellement envie d'aller vite qu'on peut confondre vitesse et précipitation. Mhm. En, que ce soit sur des recrutements où tu sais que quand il y a doute, il n'y a pas doute, mais tu le fais quand même parce que tu as absolument besoin de quelqu'un à ce poste, ou que tu vas absolument signer un client et que du coup, ben, tu vas trop vite. Ou même sur des partenaires. Enfin, voilà. Parfois, je pense que la plus grosse erreur que j'ai fait, c'est de pas suivre mon instinct. Parce qu'on a quand Oui. même une partie de... Tu vois, faut toujours s'écouter. Enfin, en tout cas, c'est le message que moi, je donnerais aux entrepreneurs. C'est écoutez-vous. Se planter, ça, c'est pas grave. Par contre, parfois, effectivement, on sait ce qu'on doit faire et on doit pas faire et on le fait quand Mhm. même. Et oui, les plus grosses erreurs, elles étaient souvent sur de l'humain. Tu as parlé de ta levée de fonds. Est-ce que tu as des enseignements à partager justement sur ce que t'a permis ta levée de fonds et à quel point justement c'était utile pour Nestor de réaliser cette levée de fonds? Alors, la levée de fonds, j'ai levé l'année dernière dans un contexte qui n'était pas forcément évident. Euh, et j'ai beaucoup appris. Je pense que c'était une étape très importante pour nous, pour notre développement. L'enseignement que j'ai retenu, c'est que j'ai appris justement avec des réseaux comme Sista, hein, Oui. qui nous accompagnent sur ces phases de levée de fonds. C'est déjà, tu fais ton réseau quand on n'a pas besoin. Ça peut paraître, mais c'est vrai. Ouais. C'est-à-dire que tu rencontres d'abord les Mhm. fonds, même quand tu n'as pas encore besoin d'eux, parce qu'eux vont te rencontrer, ils vont déjà découvrir l'entrepreneur que tu Ouais. es. Et l'association, même si c'est un fonds d'investissement, ça Mhm. reste une association. Mhm. Donc ils investissent aussi sur des personnes, sur un projet, sur une vision, sur une équipe, sur une techno, bien Ouais. sûr. Mais ils ont aussi besoin il y a aussi justement une histoire de confiance qui se crée. Donc, il est jamais trop tôt pour rencontrer les investisseurs et entretenir de bonnes relations avec eux, même si on n'en a pas besoin. La seconde chose, c'est que effectivement, on lève des fonds. Il faut lever des fonds au bon moment. C'est-à-dire, on lève des fonds euh, à un moment où on a besoin pour notre entreprise d'accélérer. Tu vois, c'est pas... il ne faut pas le faire trop tôt, il ne faut pas le faire trop tard, parce que ça met du Ouais. temps. Et parce que le rythme, de toute façon, des investisseurs qu'il y a autour de la table, c'est pas le même rythme que toi, tu as. On n'est pas sur le même rythme. Forcément, toi, tu as besoin que ça aille vite, alors que eux, ben, ils sont pas du tout sur cette logique de Mhm. précipitation. Finalement, eux, plus ça dure et plus ils sécurisent ta capacité à trouver des solutions. Donc il faut bien anticiper ces choses-là. Et puis, bien choisir ses associés, ses partenaires Mhm. aussi. Voilà, on s'associe avec des gens. La confiance, elle va dans les deux Mhm. sens. Et ça met du temps et on apprend à se connaître. Et donc, idéalement, effectivement, il faut toujours travailler avec des gens avec qui on a envie de bosser. Ouais, tu l'as dit, la notion de confiance est super important. Et effectivement, c'est un bon conseil de dire que, bah, effectivement, il faut prendre contact avec les fonds. Il faut leur dire, je vais dans cette direction.
Et eux, ils seront contents de voir dans 12, 18, 24 mois que tu as pris cette direction et que tu as atteint l'objectif que tu avais donné quelques mois plus tôt. Et ça, c'est vraiment le meilleur moyen d'obtenir leur confiance. Exactement. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'eux, il faut juste que tu leur prouves que tu es en capacité d'exécuter et de faire Ouais. ce que tu dis. Et la seule façon de le faire, c'est d'échanger avec eux régulièrement. Et parce qu'ils ils vont juste regarder si tu es en capacité de faire 15 ou 20% en plus tous les mois. C'est des financiers, c'est leur métier. Ils sont pas là pour... ils sont là, bien sûr, pour soutenir ta croissance, mais pour la soutenir, pas pour la créer. Donc, oui, confiance. Enfin, en tout cas, moi, tu sais que c'est un mot que j'aime beaucoup. Et un mot sur lequel je voulais rebondir, c'est que tu as dit, j'ai levé en 2023. Et en 2023, c'était une année compliquée en termes de levée de fonds. 2024, je pense aussi. Mais en tout cas, 2023, je sais qu'il y a des fonds d'investissement à Paris qui ont réalisé 0 investissement en 2023. Donc, c'est juste pour dire à quel point le monde de l'investissement a freiné. Et toi, dans cette période justement tendue, tu as levé. Donc, effectivement, je pense que tes fonds d'investissement avaient vraiment une réelle confiance justement par rapport à toi. Et je pense que effectivement, ce travail sur les mois qui ont précédé était vraiment important. Oui, tout à fait. Tu vois, tout à l'heure, tu m'as posé une question. Tu m'as demandé c'était quoi le plus grand défi que j'avais eu en tant qu'entrepreneur. J'aurais pu te dire de manière très transparente que le plus grand défi que j'avais eu, c'est très certainement ma posture. C'est-à-dire que on m'a pas prise au sérieux tout de suite. Pour beaucoup, quand j'ai commencé dans la tech, j'étais pas ingénieure, j'étais pas... Enfin, tu vois, je venais pas de ce milieu de la cybersécurité ou de la compliance. Donc, c'était... Enfin, tu vois, les gens, ils te voient une fois et ils se disent, oh, bon, ouais, dans 6 mois, elle est plus là. Et finalement, c'est là-dessus aussi où j'ai dû batailler. C'était ma propre posture aussi pour imposer mes choix, ma vision, même à mon équipe, tu vois, même à des collaborateurs qui, eux, viennent purement de ce milieu-là. Donc c'était un vrai challenge. Et pour le coup, on avait quand même, avec Max, notre première expérience sur Paperwork. Donc, finalement, ils ont vu qu'on avait été capable de créer un premier produit, d'écouter notre marché, tu vois, de mettre autour de la table des professionnels. On a toujours été très, très collés aux besoins de nos clients. De dérouler, d'aller chercher les clients les uns après les autres, et puis finalement de continuer à écouter notre marché, de voir nos limites, de faire un deuxième produit, de l'autofinancer avec l'argent de nos clients. Et je pense que c'est ça qui... En fait, c'est pour ça qu'effectivement la confiance est importante avec les investisseurs, parce que c'est aussi cette capacité-là à trouver des solutions qu'ils identifient, où ils se disent, ben voilà, on est face à des entrepreneurs qu'on connaît, qu'on identifie, et on va les aider à aller plus vite, mais ça se fait pas du jour au lendemain, bien sûr que non. Ouais, merci pour ce partage en toute transparence, parce qu'effectivement, on voit que finalement, le challenge, c'est pas la levée de fonds, c'est finalement l'étape qui précède la levée de fonds, c'est voilà, que les personnes vraiment identifient le potentiel qu'il y a en l'entrepreneur, en toi, en l'entrepreneur qui est en toi, en fait. Bah ouais, parce que des bonnes idées, il y en a tous les jours. Mais enfin, des gens qui sont capables d'exécuter un plan d'action et d'aller remplir les objectifs, il y en a pas tant que ça. Et c'est ça qui fait qu'on est des entrepreneurs et pas des porteurs de projets. Et effectivement, enfin, je l'ai dit dans l'introduction, tu as une réelle capacité à dérouler un plan d'action, tu as une excellente exécution. Est-ce que tu penses que c'est ton parcours d'études dans le domaine du droit? Est-ce que c'est justement le fait que voilà, tu es diplômé justement de l'école de notaire qui t'a aidé à ça? Ou est-ce que c'est d'autres expériences par le passé? Je sais pas, tu vas me dire, bah, tiens, j'avais un haut niveau en sport, j'en sais rien. D'où ça vient tout ça, cette bonne capacité à exécution finalement?
Ouais, je pense que c'est un ensemble de choses. Je pense qu'effectivement, le droit Mhm, est une bonne école. Parce qu'effectivement, tu as quand même une méthodologie, t'as quand même, on t'apprend à identifier des mhm, problèmes et à y répondre. mhm. Et c'est que ça, être entrepreneur. C'est trouver des solutions à des Ouais. problèmes, quels qu'ils soient. C'est ton métier, en fait. C'est juste ça, trouver des solutions à des problèmes. Problèmes de tes clients, problèmes de tes collaborateurs, des problèmes financiers. C'est ça qu'on nous demande. Donc oui, il y a forcément un parallèle. Euh, et en même temps, j'ai la chance d'être... moi, je viens d'un milieu populaire, bien sûr. Mon père est italien, ma maman est portugaise. Donc, mais j'ai la chance d'avoir un papa qui est ma première source d'inspiration, qui Mhm. s'est mis à son compte, que j'ai toujours vu Qui est travailler, entrepreneur, hein. qui est entrepreneur, qui a entrepris. Et forcément, je pense que notre environnement familial... a quand même un impact sur nous. En tout cas, pour moi, ça en a eu. Et puis, cette volonté de rien lâcher, de se battre jusqu'au bout, de savoir que c'est toujours la Mhm. dernière clé qui ouvre la bonne porte, ça vient forcément de choses que tu as vécues. Ouais. Mhm. Ouais, chouette. Je voulais rebondir justement sur Sista. Tu peux Mm. nous en parler? Et Oui. ton implication justement dans Sista? Alors, j'ai la chance de faire partie du réseau Sista. Sista, c'est une ONG qui se bat pour l'égalité justement d'accès au financement des femmes entrepreneurs Mhm. dans la tech. Et elles font un boulot formidable. Donc, c'est un réseau parisien qui justement parrainé par plusieurs grandes entreprises, vient accompagner une vingtaine d'entreprises tous les 6 mois, je crois. L'objectif, c'est de les préparer à ce challenge qui Mhm. est la levée de fonds, Ok. voilà, déjà en leur permettant d'accéder à ce réseau que sont les fonds parisiens. Mhm. Donc, on les rencontre régulièrement. Et puis, on apprend les codes de ce qu'est une levée de fonds. Parce qu'on ne les a pas forcément quand tu l'as jamais vécu, Ouais. faut les avoir. Je me rappelle que quand moi j'ai intégré Sista, donc moi j'ai eu la chance d'être avec la promo FDJ, donc Française des Jeux. Et effectivement, on te forme sur des questions que tu te poserais pas naturellement. C'est par exemple du genre... d'accord, tu dis-moi comment, moi investisseur, dis-moi comment je sors. Comment je sors Ouais. dans 3-4 ans? C'est quoi la sortie de... Enfin, tu vois, c'est pas quelque chose qui te vient naturellement quand tu lèves des fonds. Et donc, finalement, on vient te préparer pour toutes les étapes importantes et nécessaires pour accéder à ces levées de fonds. Et franchement, elles font un super boulot parce qu'elles arrivent aussi à faire accepter l'idée qu'il y a des inégalités de financement dans l'entrepreneuriat Mhm. lorsque une entreprise ou un projet est porté par une femme ou un homme, Mhm. pas parce que tu as parce que tu as une mentalité Ouais. rétrograde, ou pas du tout, mais parce qu'en fait, on a tous dans notre éducation, dans notre histoire, des biais. Donc en fait, elles font prendre conscience déjà de ces billets. Ces billets, Mhm. voilà. Enfin, je vais pas refaire un cours sur les billets qu'on a tous, mais en tout cas, il faut agir là-dessus parce que effectivement, quand on agit sur les billets, que les gens prennent conscience qu'ils ont des billets, ça permet en tout cas de nous rendre compte que oui, il y a enfin, en tout cas, un investisseur ne va pas voir une entreprise avec des associés qui ne sont que des femmes et une entreprise où les associés qui ne sont que des hommes de la même façon. Mhm. Et donc, voilà, elles permettent vraiment d'avancer sur ces sujets. Ouais, je comprends bien le sujet. Enfin, déjà, effectivement, euh, ce que tu disais,
la première question que va te poser justement un investisseur, en tout cas lui, il va se le poser, c'est comment je sors. Et spontanément, moi j'ai mis 3 ans clairement à comprendre ça. Je me rends compte que moi, je me suis cassé les dents à discuter avec des fonds d'investissement alors que je n'avais pas la réponse à ça. Et surtout, je n'avais pas en tête que c'était leur principale question. Exactement. Et quand je l'ai compris, j'ai levé des fonds vraiment, je peux dire de manière instantanée. Enfin, 3 mois plus tard, j'avais levé, mais il fallait juste que je comprenne ça et ça a mis 3 ans. Ben, il faut comprendre effectivement leur mécanisme. Et c'est là où je trouve que c'est bien d'être accompagné dans la levée de fonds. On ne le dit pas assez aux startups, que ce soit sur les chiffres, bien sûr, parce que c'est important d'avoir quelqu'un qui va structurer ta stratégie financière. Mais aussi sur toutes ces questions finalement auxquelles tu n'as pas la réponse. Alors bien sûr, tu prends beaucoup de café avec ton associé ou tes associés et puis tu vas essayer de construire un plan d'action, une stratégie. Mais je pense que si on n'est pas accompagné, on passe peut-être à côté, comme tu dis, de ce que recherche vraiment le fonds d'investissement. Puis tu as des fonds d'investissement, c'est pas pour toi, tu vois. Moi, quand j'ai commencé, je tapais à tous les fonds d'investissement, mais il y en a, ils étaient pas du tout dans... Jamais ils ont investi chez moi parce que ou c'était pas le bon moment, ou j'étais pas dans leur thèse d'investissement, ou ils avaient déjà investi dans des entreprises qui étaient sur des problématiques métiers proches de la mienne. Enfin, il y a plein de raisons, de bonnes raisons, qui font qu'il vaut mieux être accompagné au moment de la levée de fonds. Ouais, tu l'as dit tout à l'heure, c'est un alignement des planètes. Et moi, je suis aussi convaincu, enfin, moi, j'ai revendu ma première société et la cession, là aussi, il y a un alignement des planètes encore plus rare, mais enfin, c'est encore plus exigeant. Alors, c'est quelque chose que j'ai retenu que tu m'as dit, effectivement, tu m'as dit, tu vois, la levée de fonds, une session de boîte, c'est encore pire. Donc ça, je l'ai bien retenu, ça m'avait marqué. Mais je trouve que quand on en arrive là, c'est quand même... Ça démontre quand même notre capacité à accélérer et surtout à répondre à un vrai enjeu et besoin de nos clients et du monde actuel. Tu es finalement la première personne que j'accueille dans mon émission, finalement, en toute transformation. Tu es en réalité la deuxième, et les 2 premiers, c'était Romain et Julien, et pour moi, c'était une évidence de les accueillir. C'est mes anciens associés, etc. Et après, on va dire... j'avais l'embarras du choix et je t'ai proposé à toi. Et puis en préparant justement l'interview, le podcast, je me suis dit un truc. Je remarque qu'il y a une similitude entre ta façon d'entreprendre et la mienne. On dirait que nous sommes tous les deux motivés par des problèmes qui persistent malgré l'évolution technologique. Dans mon cas, moi je trouve inconcevable que des petites et moyennes entreprises s'accrochent à leur fax en 2024. J'exagère un petit peu avec la notion de fax, mais c'est juste pour illustrer un petit peu le fait qu'une PME s'accroche justement à une volonté de garder des signatures papier, par exemple, alors que la signature électronique, je l'utilise depuis 10 ans et je ne reviendrai jamais en arrière. Et donc voilà, le fax c'est un peu provocateur, mais ne serait-ce que la signature électronique, je pense que dans les PME, il y en a une sur deux qui a la signature électronique, donc il y en a encore 50% qui ont des années de retard. Et ça, ben voilà, c'est quelque chose qui, moi, me pousse à entreprendre. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé Furtiveo, pour apporter des solutions, des technologies furtives dans les entreprises, dans les PME. Pour moi, une technologie furtive, c'est une technologie qui est insoupçonnée, qui est considérée comme futuriste et qui en réalité ne l'est pas pour tout le monde. C'est ça ce que j'appelle une technologie furtive. Et toi, tu sembles suivre finalement le même chemin parallèle. Avec Paperwork, tu t'es attaqué au problème de la paperasse, et tu l'as dit tout à l'heure, hein, la paperasse dans les entreprises. Une paperasse qui persiste dans de nombreuses entreprises. Et maintenant, avec Nestor, tu t'attaques à la gestion chaotique des documents sensibles et des informations confidentielles et personnelles. Un défi persistant pour les entreprises malgré l'essor des nombreuses solutions de stockage dans le cloud. On dirait que voilà, nous partageons cette volonté de résoudre des problèmes qui, étonnamment, persistent dans nos entreprises malgré justement les avancées technologiques, les métiers de transformation digitale qui existent depuis 15 ans en France, en Europe, etc.
Antonia, qu'est-ce qui te pousse à justement à attaquer ces défis qui semblent si ancrés dans les habitudes des entreprises, que ce soit avec Paperwork ou avec Nestor? Bah, tu l'as dit, je pense, j'adore ça en fait. J'adore écouter les problèmes de mes clients ou de mes prospects et d'apporter la meilleure solution possible. C'est dingue qu'en 2024, alors aujourd'hui, les entreprises, elles collectent beaucoup de données. Mhm. Et franchement, dans la grande majorité des cas, elles font absolument pas la différence entre la donnée qu'elles collectent de la donnée, enfin, de la donnée qui doit subir un traitement particulier parce que c'est de la donnée réglementée finalement. Et donc, on ne peut pas la traiter comme les autres données. Mhm. Et avec tout, aujourd'hui, quand je vois tous les sujets qu'il y a autour de la cybersécurité, autour des réglementations, je me dis, mais ça serait tellement simple d'utiliser des outils européens, Mhm. français, qui viennent répondre à ces enjeux, qui leur permettent de collecter, qui leur permettent d'échanger, qui leur permettent de centraliser, qui leur permettent de piloter leur durée de conservation. Enfin, c'est pas si Mhm. compliqué en fait. Et des fois, effectivement, tu te dis, mais comment elles peuvent travailler finalement qu'avec une boîte mail et une solution de transfert de gros fichiers, alors qu'il y a tellement d'outils hyper performants sur le marché. Donc, oui, ce qui m'anime, c'est de venir dire, hein, les outils de demain vont venir Mhm. répondre à ces nouveaux enjeux de la sécurité, de la conformité, et être productif. C'est pas venir finalement mettre de côté ces sujets-là. Au contraire, c'est de l'investissement à moyen et long terme que vous êtes en train de faire Ouais. pour votre entreprise. Et c'est ça qui est passionnant. C'est de voir comment la société évolue, comment finalement... alors tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, bien évidemment. Et c'est aussi ça, la beauté de nos échanges. On a déjà eu la chance de débattre là-dessus tous les deux souvent. Mais quand tu vois effectivement cet Internet très américain, très ouvert, qui, attention, hein, se Mhm. réglemente aussi, on le voit avec le Canada, cet Internet très asiatique qui est beaucoup plus fermé, puis cet Internet européen qui est très réglementé, quand tu vois comment les choses évoluent, y a tellement de choses encore à faire pour aider les entreprises et je suis très heureuse de les accompagner. Moi, je suis convaincue que demain, là, tu collecteras plus de données personnelles. Tu donneras des accès, Mhm. effectivement, à distance, sur des données sensibles. Mais avant d'en arriver là, effectivement, on a tout un travail à faire avec les entreprises et avec les nouvelles générations. Et c'est ça qui est top, c'est de suivre le marché, de regarder comment les choses évoluent. Et entre Paperwork et Nestor, les Ouais. choses ont déjà beaucoup Ouais. évolué. Donc, j'ai hâte de participer encore à cette révolution. Non, non, et effectivement, enfin, je te rejoins sur le constat. C'est vraiment une bonne question parce que je pense que, enfin, forcément, ça fait un certain nombre d'années qu'on voit des entreprises se Mhm. développer et voilà et on en a vu passer, on a vu passer beaucoup de startups et je pense vraiment que la priorité, elle est, enfin, ce qui fait que t'as des boîtes qui perdurent ou pas, c'est clairement, bien sûr, t'as la techno, mais t'as aussi notre capacité à écouter et à répondre à nos clients, en fait. Mhm. C'est d'abord trouver un gars qui a envie de te payer pour répondre à un besoin. Ouais. Et c'est ça, en fait, qu'on oublie souvent. C'est-à-dire qu'avant d'être des entreprises innovantes, on est aussi des entreprises. Et que si à un moment donné, on ne répond pas à un besoin marché, Ouais. c'est complexe. Mais en même temps, tu dois suivre ton marché, tu dois continuer à innover. Et c'est ce jeu d'équilibriste auquel on répond, on essaye de répondre en tout cas. Là, je voulais rebondir sur un point, c'est que moi, je me suis fait la réflexion récemment. La prochaine fois que je dois engager, par exemple, un avocat, je vais lui demander quel logiciel il utilise pour le partage de fichiers. Je ne veux plus utiliser l'email pour partager des documents à un avocat pour un projet. Je me suis fait cette réflexion. Est-ce que c'est justement après avoir discuté avec toi, etc. Mais c'est fini. Aujourd'hui, il y a des solutions qui existent. Aujourd'hui, il y a... euh, voilà, tout est possible.
Et en fait, on est en train de... c'est limite si je suis pas en train de lui envoyer le dossier papier, etc. Enfin, non, c'est fini, fini, fini. Et ça, pour moi, c'est c'est sûr, je ne dérogerai pas à la règle. C'est ça qui est important, c'est que les mentalités aussi commencent à Ouais. changer. C'est-à-dire que les gens commencent à prendre conscience que leurs données personnelles, alors c'est long, hein, bien Mhm. sûr, et puis ça dépend de quelle typologie de personnes on a face à nous, mais ils prennent quand même de plus en plus conscience que leurs données personnelles ont de la valeur. Mhm. On a de plus en plus de personnes qui nous envoient de temps en temps des messages en disant « Oh là là, j'ai telle entreprise qui m'a demandé ma pièce d'identité, mon passeport. Moi, je ne veux pas leur envoyer par mail. Est-ce que je peux l'envoyer avec votre solution ?» Ouais. On ne fait pas de B2C, mais c'est un vrai sujet. Ça veut dire que les gens prennent conscience que leurs données Ouais. personnelles leur appartiennent et qu'ils ont le droit de pouvoir les Mhm. déposer Mhm. sur des espaces sécurisés ou effectivement via des solutions sécurisées. Donc moi, je suis très contente que tu me dises ça. Non, mais vraiment, c'est sincère. Alors, on a aussi beaucoup d'avocats qui sont sensibles sur Mhm. ces Mhm. sujets-là. Voilà, et effectivement, voilà, faut pas... Que ce soit sur, d'une part, on va dire, la valeur justement de protection des données, ça c'est un point, et aussi sur l'expérience. Enfin, de pouvoir dire, tiens, je t'ai partagé ça, j'ai vu que tu l'avais lu, enfin, tu vois, des choses comme ça. Enfin, que ce document, il a été importé à telle date, on peut organiser justement les fichiers qu'on se Exactement. partage, etc. C'est un prérequis. La traçabilité, Mhm. tu vois, je vais confier à une entreprise des données sur moi qui sont très sensibles. Alors bien sûr, ça peut Mhm. être tes données, des données qui vont permettre à un tiers de reconstituer ton identité Mhm. numérique. Mhm. Ça, c'est Mhm. un sujet. Mais ça peut être aussi des données très sensibles. Ça peut être ton état de santé. Ouais. Le tien ou celui Ouais, d'un bien membre de ta sûr. famille. Et effectivement, moi, je crois en une société qui fait en sorte que ce qui doit être de l'ordre du confidentiel reste confidentiel. Ouais. Et malheureusement, on est dans un monde où toute notre vie numérique est tracée. Tu le sais. Ouais, ouais. Et je pense que c'est pour ça que forcément... À côté de ça, les gens vont être de plus en plus sensibles à ces sujets parce que quand on n'a pas forcément envie, quand on a eu une maladie longue durée, par exemple, ou une infection grave, on n'a pas envie Ouais. que tout le monde le sache. Et on n'a pas envie de voir que l'identité numérique de nos enfants peut être constituée parce que finalement, on a permis voilà, par nos Mhm. actions, qu'elle puisse être reconstituée facilement. Donc, je pense vraiment que ça va devenir la prise de conscience, elle est doucement en train d'émerger. Mhm. Et puis après, bien évidemment, on a besoin et Bruxelles le fait pour le moment, hein, on a besoin que les politiques Ouais. continuent à défendre l'intimité et la Ouais. confidentialité des citoyens européens. Ah non, mais 100% d'accord. 100% d'accord. Antonia, quelle est ton approche pour constituer et gérer une équipe performante dans une startup finalement en croissance rapide? Euh, alors, je pense qu'il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de recette miracle. Je pars quand même du principe que l'engagement de tes équipes, elle vient que d'une chose, c'est l'exemplarité. Voilà. J'ai toujours considéré que si tu veux des équipes qui s'engagent, à toi d'être exemplaire. Et puis on fait des erreurs aussi, on apprend, tu vois, ce que je te disais tout à Mhm. l'heure. Nous-mêmes, on est, en tant que créateur d'entreprise, hein, sur un parcours où on progresse, on évolue. Et j'ai appris j'ai besoin de mon équipe, en fait. Je dis souvent qu'on est 11 joueurs sur le terrain et qu'on a besoin des 11 joueurs pour mettre un but et défendre. Et c'est totalement vrai. Mhm. Et j'ai essayé de transmettre cet ADN-là à mon équipe, heureusement que j'ai mon équipe. Enfin, je veux dire, Ouais. c'est eux aussi, hein, les résultats de ces dernières années, nos réussites. C'est d'abord parce que ils sont là, je peux m'appuyer sur eux, je peux compter sur eux. Il y a une relation de confiance qui s'est créée.
Et donc, effectivement, cet esprit d'équipe-là, il est indispensable dans des entreprises de notre taille. Tu vois, Mhm. c'est notre force, en fait, c'est notre agilité. Et cette agilité, elle vient vraiment de cette passation on se passe la balle très vite, il y a une communication très fluide, on répond ensemble aux problèmes, il y a une vraie solidarité. Et puis, il y a une volonté d'aller chercher des objectifs ensemble. Donc, effectivement, j'ai mis en place, enfin, il y a des petites réunions de 5-10 minutes tous les matins. Enfin, je mets en place plein de petites choses pour que justement, on se fixe des objectifs communs à atteindre tous les mois. Mais ça passe d'abord, effectivement, par une mentalité et une prise de conscience qu'on fait partie d'un groupe. Des objectifs communs avec une approche OKR ou pas du tout? Bien sûr. Bien sûr, on a des. Je suis assez, je suis assez, je veux dire, chiante là-dessus, mais oui, je suis très, je fonctionne beaucoup aux objectifs. Mhm. Donc, tous les matins, effectivement, on commence par un daily où chacun donne ses objectifs quotidiens, Mhm. où on vérifie ceux de la veille. Tous les mois, effectivement, on fait un gros point pour comprendre pourquoi les objectifs enfin, quels étaient les objectifs, pourquoi ils ont été atteints, pourquoi ils n'ont pas été atteints, comment on peut les réorienter. Donc ça, c'est important. C'est important de se les fixer, c'est important de les atteindre, c'est important de les communiquer. Et c'est important de les challenger. Donc, je pense que c'est une vraie... c'est une de nos Mhm. forces. 100% d'accord. Tu as parlé d'exemplarité. Donne-moi des exemples justement pour toi, qu'est-ce qu'un dirigeant exemplaire, par exemple? Est-ce que c'est... parce que ma question, c'est ça, c'est est-ce que pour toi, c'est le fait d'être le premier arrivé au bureau et le dernier arrivé au bureau, ou est-ce que ça se traduit autrement, en fait? Non, bien sûr que ça se traduit autrement. Je pense que ça, il faudrait le demander à mes équipes. Mhm. Je pense que c'est déjà d'être transparent avec eux. Oui. Tu vois, on n'est pas une ETI de 200 personnes. Donc déjà, quand effectivement, c'est dur, c'est dur. Quand il y a un contrat qui plante, il plante. Quand il y a un client qui est moyennement satisfait ou il faut rectifier le tir très rapidement, on communique, on est transparent. Si la boîte, il lui reste 3 mois de trésor parce que tu es en pleine levée et que ça Mhm. tarde, faut communiquer avec tes équipes. On ne Ouais. cache pas les informations aux gens qui portent avec nous, la boîte. J'ai changé là-dessus. Hein. J'ai évolué là-dessus parce que je me suis rendu compte que dans les moments très durs, heureusement que mon équipe, elle avait été là pour porter. Ça passe aussi par le fait que quand il y a des moments, quand il y a des choses, des zones de frustration, des insatisfactions, qu'il y a des problèmes, tu les règles en fait. Tu les fuis pas, tu les délègues pas. Voilà, tu es avec tes équipes Mhm. et tu essayes de trouver des réponses avec eux. Et quand, voilà, c'est important d'être aux côtés des personnes pour les tirer vers le haut. Pour moi, c'est ça l'exemplarité. C'est d'être la personne qui les inspire plutôt que de la personne voilà, qui va Mhm. On est d'accord. qui va les freiner ou les... Ça veut pas dire qu'il n'y a pas il y a toujours des moments où on se plante, hein, où tu as un collaborateur où tu t'es trompé sur la vision commune qu'on avait d'un projet. Ça arrive, ça. Mhm. Mais en tout cas, sur ceux qui sont là, effectivement, on a un objectif commun qui est la réussite de Nestor. Et à partir de là, chacun joue sa partition. Et pour pouvoir jouer correctement ta partition, ça passe par une communication fluide, des objectifs clairs et une transparence Mhm. dans les difficultés actuelles et à venir. Ben écoute, je suis en phase avec ta définition et il y a quelque chose un mot que tu n'as pas prononcé mais finalement qui transpire justement dans tout ce que tu viens de me partager, c'est la confiance finalement, puisque transparence, confiance, etc. Donc finalement, tes équipes ont confiance en toi et c'est réciproque et c'est on va dire, l-
la formule essentielle pour avoir une équipe motivée et performante? La confiance, ça se crée. Ça se crée avec Aussi, nos hein. collaborateurs, ça se crée avec nos clients, nos associés, nos partenaires. C'est ça c'est que tu mets des années à la créer et tu peux la perdre très facilement. Elle est très fragile. Et c'est vrai que c'est un mot que nous, entrepreneurs, je pense qu'on en comprend particulièrement le Ouais. sens, peut-être plus que dans d'autres métiers, parce que quand tu perds la confiance de tes équipes, quand tu perds la confiance de tes partenaires financiers, de tes associés, c'est là où finalement, c'est là où faut te remettre en question. Et puis c'est là où les d'autres difficultés, je pense, arrivent. Mhm. Une autre question pour toi, Antonia. Comment vois-tu l'évolution de ton rôle d'entrepreneur dans la tech Mhm. dans les années à venir face à l'essor de l'intelligence artificielle ou d'autres technologies émergentes? Mais voilà, l'intelligence artificielle en fait partie. L'IA est une opportunité pour les entreprises. De toute façon, c'est une technologie qui est là. Donc, il faut que les entreprises en fassent une opportunité. Ça, c'est évident. Notre rôle va être justement, je pense, de plus en plus, d'intégrer ces technologies d'une façon éthique et responsable. C'est-à-dire que ces technologies sont là et en parallèle, nous avons des réglementations. On voit bien qu'il y a il y a de plus en plus de sujets où on demande aux entreprises de se responsabiliser sur un certain nombre de positions, Mhm. notamment sur la gestion des données sensibles. Est-ce qu'on peut tout mettre dans une IA? En tout cas, on peut faire en sorte d'intégrer des données de manière responsable et protectrice pour les gens qui vont utiliser ces technologies. Donc, je pense que notre rôle va être justement de plus en plus d'accompagner les entreprises vers un usage éthique et responsable de ces nouvelles technologies. Parce que forcément, plus une technologie est importante et puissante, et c'est le cas de l'IA, aucune entreprise ne va pouvoir s'en passer. C'est évident. On peut pas. Une entreprise va devoir rester performante, elle va devoir rester connectée à son marché. Connecté, ouais. Donc, c'est indispensable qu'elle prenne en main ces outils-là. Maintenant, effectivement, elle va devoir le faire dans un contexte réglementaire de plus en plus lourd. Mhm. Et nous, qui accompagnons nos clients sur ces sujets-là depuis de nombreuses années maintenant, eh bien, on va faire en sorte qu'elle puisse prendre ce virage le plus rapidement possible, mais tout en venant répondre justement à ces contraintes réglementaires. Parce que oui, il y a des enjeux sociétaux sur les données personnelles. On ne vient pas emmerder les entreprises pour les emmerder. Il y a des vrais... alors on parle d'anonymisation de la donnée. Enfin, il y a plein de réponses possibles aujourd'hui. Hein. Mais aujourd'hui, on a aussi des enjeux sociétaux très importants qui vont définir le monde et la société dans laquelle on va continuer à faire évoluer nos boîtes et dans lesquelles on va vouloir continuer à créer de la valeur. Donc, bien évidemment que les deux, pour moi, vont ensemble. Non, clairement, je te rejoins et moi, je suis vraiment un vrai partisan de dire que l'intelligence artificielle dans une PME, c'est avant tout une capacité de raisonnement et à aucun moment, cette capacité de raisonnement, enfin, à aucun moment, l'intelligence artificielle n'a besoin de données personnelles, secrètes, confidentielles, etc. Puis il ne faut pas oublier qu'on est au début de cette révolution IA, parce que c'est une révolution, même si elle existe déjà depuis de nombreuses années dans plein de secteurs d'activité, et que donc, comme toute intelligence, c'est important d'en connaître aussi les limites. Et je trouve qu'il y a beaucoup de sujets qui mériteraient justement, qui vont nécessiter d'expliquer aux gens pourquoi finalement c'est important de continuer à avoir une approche éthique des choses. Merci Antonia. J'ai encore 2-3 questions pour toi pour terminer. Si tu pouvais donner un conseil à Antonia, il y a 12 ans, qui se lance dans l'entrepreneuriat, quel conseil serait-il? Est-ce que ça peut être une rencontre ou un livre ou justement
un sujet sur un mindset à développer ou une compétence à développer? Je lui dirais effectivement, toujours bien écouter son marché. Mhm. Tu vois, on parlait justement de l'émergence de l'IA. C'est une réalité de marché. Mhm. On doit en tenir compte. On parlait de la conformité réglementaire, de toutes ces réglementations qui pèsent sur les entreprises. Enfin, il faut toujours écouter, il faut toujours être proche de son marché. Effectivement, il ne faut pas s'en éloigner. Les tendances du marché sont très importantes. Ce que je lui dirais, c'est non, elle s'est pas trop mal démerdée en fait. Donc, Non, mais c'est très bien. Non, mais elle s'est pas trop mal démerdée. c'est une bonne réponse. Là où je me suis plantée, c'est que je devais me planter, c'est que je devais apprendre, c'est qu'il y Oui. avait une leçon derrière. J'irais peut-être plus vite. Peut-être que j'ai perdu trop de temps. Voilà, j'ai perdu trop de temps parfois, mais je lui dirais faut être résilient en fait. Faut accepter faut accepter que créer de la valeur, ça demande du temps. Ouais. On crée pas des boîtes solides, on crée pas des produits qui répondent à un besoin marché du jour au lendemain. Il faut du temps et il faut l'accepter. Donc non, je lui dirais, voilà, apprécie le chemin. Parce que c'est ça qui compte, c'est d'apprécier le chemin. Excellent, chouette. Un dernier conseil que tu peux donner à un dirigeant de PME qui souhaite s'inspirer de Nestor, d'Antonia, de Paperwork. Alors, Tu choisis soit toi, soit Nestor. Alors moi, un dirigeant qui veut s'inspirer de Nestor, déjà, je lui dirais bravo, parce qu'on a une super API. Donc déjà, effectivement, je lui dirais de pas perdre de temps. Je lui dirais de pas perdre de temps avec des choses qu'on va faire mieux que lui et où on va justement l'accompagner à aller plus vite. Et je pense que aujourd'hui, on a beaucoup de belles technos et de beaux outils sur le marché. Donc, qui se concentre sur l'essentiel, qui se concentre sur le problème auquel il répond et qui ne perd pas son temps justement à développer des outils ou des choses qui ne vont pas avoir de valeur ajoutée sur le problème auquel il répond. Voilà, on s'entoure des meilleurs, tu le sais, dans l'entrepreneuriat, que ce soit les personnes qui nous accompagnent, que ce soit nos collaborateurs, que ce soit dans les outils qu'on utilise. Je pense que ça aussi, ça fait la différence dans les boîtes qui réussissent. On essaye de nous entourer des meilleurs. Top. Antonia, quelle est ton actualité? Est-ce que tu recrutes actuellement? Est-ce que tu as les projets d'ouverture à l'international ou autre, levée de fonds? N'hésite pas à nous partager. Bien sûr, on a plein d'actualités. La première actualité qui est assez top, c'est qu'il y a une deuxième version de Nestor V2, qui sort en fin d'année. Donc ça, c'est trop bien, parce que du coup, c'est le meilleur de Paper, qui est de Nestor V1. Voilà, avec tous les premiers retours de nos clients et de nos utilisateurs. Donc ça, j'ai hâte finalement de voir cette nouvelle version sur le marché. Une ouverture à l'international, oui. Alors, on est déjà présent à l'international grâce à nos clients. Voilà, parce qu'on a déjà beaucoup de clients qui nous utilisent sur leur filière à l'étranger, notamment en Afrique et au Canada, là où il y a des réglementations strictes sur les données sensibles. Donc là, effectivement, début d'année prochaine, on ouvrira notre premier bureau ailleurs qu'en France. Donc, il faut suivre nos actualités. Oui, on recrute toujours des talents. On renforce plutôt les équipes commerciales pour le moment. Voilà, donc, mais on est toujours à la recherche de profils passionnés et passionnants. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos CV. Est-ce qu'on aura une levée de fonds en 2025 ? Là aussi, il faut suivre l'actualité. L'objectif, déjà, c'est de rentabiliser la boîte en début d'année. Ça, c'est important pour pouvoir justement accélérer plus sereinement. Donc, on est d'abord sur ce premier objectif. Le break-even. Ouais. Alors, Paper, c'est déjà le cas. Nestor, il nous reste un tout petit peu de boulot, mais on va le faire pour pouvoir justement continuer à nous développer. On a des objectifs très clairs là-dessus. Et puis continuer à travailler avec les banques, les sociétés financières, les assureurs,
les géants de l'immobilier comme on le fait déjà. On fera beaucoup d'événements cette année. Voilà, il y a l'Insurtech Tour bientôt au Parc des Princes. Voilà, il y a plein d'événements auxquels on participe, donc n'hésitez pas à venir nous voir, à échanger avec nous. Et puis, continuer à progresser, à évoluer, à être présent sur notre marché, à répondre, à accompagner nos clients vers leurs problématiques de conformité, à continuer à travailler avec des bons partenaires. Voilà, Thibaut, je pense qu'on aura des actualités ensemble à partager. Et puis, voilà, et accélérer, nous amuser, nous éclater, avancer. Plein d'ambition et beaucoup de fun. Il faut. Il faut. Ah, c'est cool. Il faut. Merci Antonia, merci beaucoup. Merci Thibaut. À très vite. À bientôt.